Alexandre Dubé. Une histoire de notre bureau d'enquête, c'est en une du journal. Imaginez vous faire accuser à tort d'un crime aussi odieux que distribution de pornographie juvénile. Et tout ça en raison de l'algorithme de Facebook, de l'intelligence artificielle. C'est ce qui est arrivé à un homme de Laval qui a pratiqué le droit du travail pendant plus de 30 ans. En novembre dernier, il a finalement été complètement blanchi après que sa vie ait été transformée en véritable calvaire pendant 3 ans. Il participe à l'épisode d'aujourd'hui. Jean Berthelot. Bonjour, Monsieur Berthelot. Bonjour, bonjour, bon matin. Revenons un peu en arrière, là. Juillet 2020, l'intelligence artificielle de Facebook détecte ce qu'elle considère comme l'envoi d'une image de pornographie juvénile associée à un de vos comptes. Le réseau social transfère ça au National Center for Missing Exploited Children, qui, à son tour, transfère le dossier à la police de Laval, qui fait enquête et vous arrête finalement en décembre 2020. Racontez-nous votre réaction lorsque la police vient cogner chez vous. Ben, écoutez, il est 6 heures du matin. Moi, en tout cas, je commence pas une émission à la même heure que vous. Là. Je suis pas tout à fait réveillé. Et ça varge dans la porte, là, comme on dit, là. J'ouvre la porte et je vois 10-15 policiers qui sont vestes par balles, masqués, c'était le temps de la COVID. Je les ai bien sûr laissés rentrer chez moi. Et donc, ils m'ont mis en état d'arrestation. Ils m'ont lu mes droits, m'ont mis en état d'arrestation. Et ils sont allés partout chez moi. Et je sais que par la suite, là, ils ont fait une perquisition, il y a une saisie. En fait, ils ont tout viré à l'envers. Là. C'était comme si un ouragan était passé quand je suis revenu chez moi. Et là, moi, bien sûr, on m'amène au poste de police. Je sais qu'il y avait des autos de police partout devant chez moi et j'ai vu dans des articles même qu'il y avait installé un poste de commande devant la maison. Comme quand il y a des cas de meurtre. Là, hein? Puis, ce qui s'était fait signaler par le centre américain, c'est qu'il y avait une photo de pornographie juvénile qui aurait transité entre mon adresse d'Internet, mon adresse IP, et celle d'une autre personne. C'est tout ce qu'ils avaient. Et dans ce rapport-là, il faut bien comprendre que c'est écrit partout, que c'est une machine qui a fait ce rapport-là, qu'il n'y a pas un humain qui est passé là-dessus, qu'il faut vérifier avec la source, c'est-à-dire Facebook, l'information comme telle, et qu'eux ne peuvent absolument pas garantir la validité, la véracité et tout ça de cette information-là. Alors, ça a été envoyé à la GRC parce que mon adresse IP était au Canada, ça a transité par la Sûreté du Québec et ça a transité ensuite par le service de police de la ville de Laval, peut-être en novembre, puis ensuite, chez moi, le 15 décembre 2020, c'était l'apocalypse. Alors voilà, c'est ça qui s'est passé. Puis j'ai été amené au poste de police. Ouais. Et comme j'étais avocat, je savais bien que je n'avais pas à répondre à aucune question d'un enquêteur. Je me suis naïvement fait prendre au jeu. J'ai décidé de répondre parce que je n'avais rien à cacher et que je voulais lui expliquer, espérant que ça les fasse réagir. Et après un interrogatoire d'environ 6 heures, ce que j'ai compris, c'est que ce que voulait l'enquêteur, c'était pas la vérité, comme il le disait, mais c'était de me faire craquer puis de me faire admettre ce que je n'avais jamais fait. J'ai vu la photo. C'était quoi, cette photo-là? Décrivez-nous. C'est une photo, je sais pas s'il y a des jeunes, là, mais ce qu'on voit, c'est juste, dans le fond, la vulve d'une femme, d'une femelle, là, je sais pas quel âge, là, et devant un pénis en érection. C'est ça, la photo. Et ça, vous avez jamais envoyé cette photo-là? C'est-tu à vous, cette photo-là? Je l'ai jamais vue de ma vie avant d'être au poste de police. Et puis, je leur ai demandé de ne pas laisser ça ouvert trop longtemps parce que je trouvais ça dégueulasse. Moi, je suis père de 3 enfants, tu sais. Je suis grand-père, là. Alors, j'ai vu ça, puis il essayait de toutes les façons de me faire admettre que j'avais envoyé ça. Mais jamais j'ai envoyé ça. Puis d'ailleurs, moi, j'étais aussi photographe semi-professionnel dans ce temps-là. J'avais beaucoup de photos sur mes appareils. J'en avais autour de 350 000. Ils ont tout épluché ça? Oui. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Ils n'ont jamais trouvé la photo en question. Bon.
Puis en fait, ce que j'ai trouvé un peu, je fais attention à mes mots, là, mais je ne veux pas dire malhonnête, là, mais presque, là, c'est que les policiers ont fait une extraction, puis là, ben, d'une part, ça leur prenait un jugement particulier parce que j'étais avocat, donc une requête de type Lavallée. Le dossier était en cours du Québec, il fallait aller en cour supérieure pour ça. Et ça leur a pris 7 mois avant de présenter cette requête-là. 7 mois. Arrêté le 15 décembre, présenté le 14 juillet 2021. Pendant 7 mois, le dossier a été stallé. Moi, pendant ce temps-là, là, ma vie, là, je n'avais plus. Là. Bon, parlons-en Et, des conséquences sur votre vie. Vous êtes un père de famille, un grand-père. Quel impact ça a eu sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle? ben, moi, j'étais séparé de la mère de mes enfants, puis mes enfants sont tous dans la trentaine. Alors, mais vous savez, c'est une très grande souffrance psychologique que j'ai vécue pendant ces années-là, de me sentir traqué. Euh, J'avais toujours l'impression, quand j'entrais dans un endroit public, là, ce qui n'était pas si fréquent que ça, que tout le monde me regardait. J'étais toujours triste. Encore aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui me fait plaisir. J'avais peur de dire mon nom quand on me le demandait, parce que tout le monde Google aujourd'hui, puis c'est horrible ce que les gens voyaient. Euh, J'avais une peur énorme de me retrouver à la rue, parce que j'avais plus de revenus. Moi, je gagnais quand même pas pire ma vie comme avocat, là, mais du jour au lendemain, là, c'est réduit à presque rien. Euh, j'ai eu des idées suicidaires. Euh, je- Moi, j'ai été congédié le lendemain de mon arrestation Ça par vous a un groupe coûté votre d'avocats où je carrière, travaillais. là. Moi, c'est fini, là. Je veux dire, je, j'ai fait des démarches d'emploi dans des bureaux d'avocats. Oubliez ça, j'avais pas de réponse. Euh, bon, j'étais un spécialiste en relations de travail aussi, donc j'ai essayé dans plein d'entreprises où ils cherchaient quelqu'un en relation de travail, puis c'était absolument impossible. J'ai même reçu une offre d'emploi d'un CIUS que je nommerai pas. Puis après la vérification d'antécédents, ils ont retiré leur offre. Je n'étais pas condamné, là, vous savez, la présomption d'innocence, c'est un bien beau principe, mais qui a été galvaudé là, dans mon cas à moi. Puis le tribunal populaire a été horrible dans mon cas. Là. Je veux dire, ce qui a été publié sur les médias sociaux, c'est Ouais. pas très joli. Donc moi, j'étais Sans ruiné. appel, sans appel, là, vous étiez un pédophile, dans Ouais, l'opinion j'étais publique. un pédophile. Euh, Puis t'as pas, tu sais, comme je vous dis, la présomption d'innocence dans la population, on l'applique plus ou moins. T'es accusé, t'es coupable. Racontez-nous ce qui s'est J'ai passé lors de votre enquête préliminaire. La juge Dominique Larochelle, qui n'a pas été tendre là, envers Non. les policiers, envers la couronne. Racontez-nous aussi, lorsqu'on a présenté là, certaines photos que la police avait imputées, là, qu'on qualifiait de pornographie juvénile. Ça avait été pris par votre fille au Mali au cours d'un voyage humanitaire. Ça faisait partie là, des 600 photos dans la vie quotidienne de familles africaines. Il n'y avait aucune connotation sexuelle là-dedans. Non. Racontez-nous un peu là, ce que la juge a dit. Ben, en fait, c'est que au départ, j'étais accusé seulement de distribution de pornographie juvénile. Et pendant l'enquête préliminaire, il y a seulement 2 témoins qui ont entendu, ces 2 sergents détectives là, de la police de Laval. Et ça a été très court comme témoignage. Et dans le cadre de cette enquête préliminaire-là, la procureure de la Couronne a essayé d'ajouter 2 chefs d'accusation, qui essentiellement, c'est possession. Euh, Puis là, ils ont retenu 9 photos. Euh, Puis dans 2 rapports, ils ne parlaient pas de la source de ces photos-là sur mes équipements à moi. Puis ça a une importance fondamentale. Puis ils ne le mentionnaient pas. Il a fallu que moi, je le demande par l'entremise de mon avocate. Il y avait 7 photos dans la mémoire cache. La mémoire de téléphone cellulaire. La mémoire cache, là, c'est quelque chose que tout le monde a sur son téléphone intelligent ou sur son ordinateur. Personne ne sait c'est où. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Je ne savais même pas que j'avais ça. Euh, et Internet, là, ou le web, l'ordinateur ramasse des choses sur le web et met ça dans la mémoire. Ça ne veut pas dire que tu l'as vu, mais il met ça dans la mémoire cache. En 2010, la Cour suprême a déterminé que ce n'était pas de la possession au sens du code criminel. Donc, c'était fondamental pour moi. 2 rapports policiers des sergents détectives qui ont fait la qualification des photos ne parlent pas du tout de cet élément-là. D'où proviennent les photos? Il a fallu que je le demande. Et là, la sergent détective, je vais l'appeler technologique, qui était dans le dossier,
a bien admis qu'il y avait 7 photos qui venaient de la mémoire cache sur 9. Et les 2 autres photos, comme vous le disiez, M. Dubé, c'est des photos que ma fille Anne-Sophie avait prises en 2012 lors d'un voyage au Mali. C'était des photos de voyage. Ça faisait partie d'un groupe d'environ 600 photos. Euh, et ces photos-là, ben, tu sais, elles étaient dans le fin fond d'un village, là. Faut comprendre, là. T'es dans une zone saharienne, il fait très, très chaud. C'est un village pauvre. Euh, Puis, parmi ces 600 photos, il y avait 2 photos de petits garçons qui n'étaient pas habillés. Mais il n'y avait rien de pornographique là-dedans. C'était même, à la limite, des photos de reportage, là. Et, euh, et le maître du cadeau du DPCP a tenu à ce que ces accusations-là soient portées et maintenues contre moi. Au stade de l'enquête préliminaire, vous comprenez, c'est pas un procès. Et la juge a tout fait ce qu'elle a pu. La juge Dominique Larochelle, une chance que je l'ai eu dans ce dossier-là, elle a tout fait ce qu'elle a pu. Elle a même été ferme avec Maître Ducado pour lui faire admettre que, ben voyons, votre avis, là, est-ce que c'est vraiment le caractère pornographique, ces photos-là? Et au départ, elle était un peu hésitante, puis oui. Donc, la juge, au départ, n'a pas eu le choix de me citer à procès sur ces 2 photos-là. Le lundi, j'ai envoyé les 600 photos à mon avocate qui est allé voir Ducado et qui lui a fait voir que c'était un album, puis qu'il n'y avait rien. Le petit gars debout, là, à côté d'un arbre dans le fin fond de l'Afrique, il n'y avait rien de pornographique là-dedans. Et finalement, le jeudi matin, parce que mon dossier avait été remis au jeudi 23 novembre, Ducado a envoyé un courriel à mon avocate disant que, bon, effectivement, je pense pas être capable de convaincre un jury de la culpabilité de M. Berthelot là-dessus. Et ça a été retiré en après-midi devant la juge La Rochelle qui m'a également libéré de ça. Comment vous vous êtes Alors senti voilà. à ce moment-là? Je vois des fois à la télé des gens qui sautent dans les airs qui sont très, très, très heureux de recevoir un jugement. Moi, j'avais la larme à l'œil. Vous savez ce que j'ai vécu pendant 3 ans, d'être exclu par un paquet de monde, des gens que j'aimais même, tu sais, pas ma famille, pas mes amis proches, Ils vous ont toujours mais des soutenu, gens, votre famille? oui, oui, ma famille m'a toujours soutenu, mes amis proches aussi, tout le monde qui me croyait comprenait pas, tu sais, j'ai jamais eu ce genre de comportement-là et comprenait pas pourquoi j'étais là. Puis moi, j'ai jamais compris l'acharnement du service de police puis de Maître Ducado du DPCP, cet acharnement-là contre moi. Je l'ai jamais compris. Puis jusqu'à la fin, là, jusqu'au 23 novembre, euh, je peux pas comprendre. Il y a peut-être des choses en dessous de la table qui se sont passées, je le sais pas, mais je le saurai sans doute jamais. Est-ce que vous estimez que la police a gâché votre vie? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je l'ai dit à votre journaliste, là, complètement. Je veux dire, moi, je suis marqué au fer rouge, là. Euh, je suis maintenant rendu à 61 ans, je suis pas vieux, mais tu sais, j'ai plus 20 ans. Refaire ma vie, c'est pas évident. Euh, j'ai eu le support de certaines personnes. Moi, je les appelle mes petits anges. Sans eux, moi, je serais plus ici. J'aurais été sûrement dans la rue. Puis je pense pas que j'aurais passé à travers ça. Puis ma conjointe actuelle, Grace, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, mais il y en a d'autres également qui m'ont aidé. Puis ce qui est curieux là-dedans, c'est que je connaissais des personnes qui étaient fortunées. Même une personne qui est milliardaire. Mais je ne veux pas nommer ces gens-là. Et puis ils m'ont tourné le dos, là, ou ils m'ont pas répondu. Puis c'est des gens plus ordinaires qui m'ont aidé. Puis si j'avais pas eu ces gens-là, mais comme je vous dis, je serais un itinérant ou décédé, puis je vous dis, ce serait pas de mort naturelle, là. Est-ce que vous entendez maintenant demander réparation? C'est une étape qu'on regarde. C'est sûr que, je veux dire, les dommages sont énormes. Euh, Moi, j'ai écrit le 24 juin 2022 au chef de police de la ville de Laval, au maire de Laval, au directeur des poursuites criminelles et pénales, puis au procureur général du Québec pour leur expliquer ce qui se passait, euh, pour qu'ils regardent un peu au-dessus de l'épaule de la sergent détective qui a pas fait l'enquête. C'est pas compliqué, là, elle a pas fait l'enquête.
et au-dessus de la procureure du DPCP, la Ville m'a fait une réponse correcte, dans le sens que c'était devant les tribunaux et qu'elle ne pouvait pas commenter tout ça. Le DPCP, ça a été une réponse extrêmement froide, où il me disait même, écoutez, si vous nous réécrivez, on ne vous répondra pas. Alors, bon, donc ces gens-là en pouvoir pourront jamais dire qu'ils ne savaient pas. Parce que moi, je leur ai appris. Puis c'est pas le comportement, il me semble, de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Comment vous entrevoyez le futur, les prochaines années, après ce que vous avez vécu? Ben, je vous dirais que je vais commencer par prendre un break, là. Parce que, puis je suis encore stressé, angoissé, tout ça. Tu sais, tu peux pas te remettre de ça du jour au lendemain. Je vais pas très bien, mais je vais mieux. Ma réaction, excusez, j'ai fait un peu de coq à l'âne, là. Vous me demandez c'était quoi ma réaction après le jugement, surtout une fois que les deux jugements étaient rendus. J'étais content, mais j'arrivais pas à ça sortait pas. Tu sais, j'ai été blessé en plein cœur avec ce dossier-là. J'ai perdu ma dignité, j'ai perdu tout ce que j'avais, j'ai été ruiné. Tu ne te remets pas de ça du jour au lendemain. Donc, j'ai plus eu la larme à l'œil que sauter dans les airs comme on voit dans les procès américains. Ouais. Jean Berthelot, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'est un plaisir, M. Dubé. Au revoir.